Très bien. Voilà, donc je vais vous présenter la post-pornographie dans le spectacle vivant, donc comme un objet de recherche corporel, politique et surtout scientifique. Donc je commence avec une petite citation de Paul Ardenne qui nous dit que la période récente, à tout le moins, montre qu'une multitude de formes de la représentation du sexuel cohabitent. Il en va là d'une représentation qui se calque sur une multitude contemporaine des représentations sociales du sexuel. En effet, l'histoire de la pornographie est sensiblement liée à l'histoire de la censure iconographique, puisqu'à chaque époque, selon Michel Foucault, dans son histoire de la sexualité, on en fait un discours et donc des représentations spécifiques, des représentations qui sont liées à des pratiques, à des institutions, qui mettent en jeu toute une série de coutumes, de paroles, de savoirs, de normes et puis de lois. En fait, la pornographie, c'est un discours sur le sexe, parmi d'autres, à restituer dans la prolifération des discours sur le sexe qui datent du XIXe siècle. La pornographie, en fait, c'est cette notion poubelle qui rejoint les comportements biologiques déviants et particulièrement dérivés de l'obscène. Elle véhicule notamment l'idée d'un pouvoir communicationnel en passant par l'intermédiaire du sexuel afin de soulever les valeurs politiques et philosophiques de notre temps. Elle est en fait, d'après Marie-Hélène Boursier, une machine à créer des identités. Elle est un des hauts lieux de la production du pouvoir et elle ne doit pas être envisagée sous un angle libératoire mais bien plutôt productif. Et c'est cet angle-là que nous allons explorer dans cette communication. Par conséquent, l'art a progressivement pris en charge une représentation prismatique de la pornographie, puisque cette dernière permet aux artistes contemporains d'interroger d'une part ses pratiques, ses représentations, son esthétique, ses frontières avec l'érotisme et l'obscénité, ses normes, et d'autre part, elle permet aussi donc d'étudier ses rapports sociaux de sexe, incluant indubitablement la question du pouvoir, les études de genre et les théories féministes. Dans une vision qui est partagée par les abolitionnistes de la pornographie, l'industrie pornographique rechercherait par sa diffusion massive à commercer le fantasme masculin, la domination sexuelle sur le sexe féminin. Les hommes, en fait, sont les premiers consommateurs de pornographie jusqu'à l'émergence de la post-pornographie que je vais vous présenter tout de suite. D'influence assurément foucaldienne, cette étude portera finalement sur ce que les féministes pro-sexe ont baptisé la post-pornographie, et nous verrons comment celle-ci se veut être un terrain de recherche propice à l'objet d'une recherche d'abord corporelle, mais aussi politique et scientifique. Pour cela, nous choisissons dans le cadre d'une étude de cas de mettre en parallèle le parcours singulier de quelques artistes traitant avec une intensité peu commune des enjeux de plaisir et de pouvoir dans les arts vivants. Donc je vais vous présenter la pornographie comme objet scientifique, puisque en fait, pour comprendre ce qu'est véritablement le post-porno et comment celui-ci a émergé, il convient en fait d'introduire brièvement les études de la pornographie, et plus précisément les porn studies, qui sont en fait ma spécialité, mon sujet de doctorat. Donc avec une petite citation de Laurent Martin, qui dans un article consacré à l'histoire culturelle de la pornographie en Occident, nous dit que la pornographie est en même temps un révélateur de la domination des hommes sur les femmes. Et ce n'est qu'à partir du moment où le mouvement féministe américain a commencé à contester cette domination qu'est apparu l'intérêt d'une analyse scientifique du phénomène pornographique comme tel. En fait, Linda Williams a publié en 2004 un bilan qui semble montrer que le rejet et l'excitation ne sont pas les deux seuls réflexes envisageables face à la pornographie. Elle a donné ses premiers cours de pornographie en 1994 à l'université de Berkeley en Californie, quelques années après avoir acquis une certaine réputation universitaire avec un ouvrage qui est sorti en 1989 et qui s'intitule Hardcore. Ce premier ouvrage, d'ailleurs, fut le premier à rendre compte des problématiques liées au sexuar aux États-Unis. Dans celui-ci, elle n'analyse que le porno hétérosexuel, mais elle insiste bien sur le fait que la pornographie est à réévaluer, à expérimenter chez les féministes particulièrement, afin de ne plus avoir affaire à une réalité masculino-normée. En partant de l'acceptation que le cinéma pornographique est un genre filmique à part entière, donc un genre qui serait étudié comme d'autres genres de cinéma, comme le thriller, la comédie musicale, etc.,
Linda Williams, en fait, elle a défriché à l'aide de ses étudiants toutes les formes de porno, que ce soit donc le porno standard, underground, pionnier ou contemporain, pour ensuite discuter et analyser d'un point de vue critique et essentiellement foucaldien les enjeux de plaisir et de pouvoir. Elle désinhibe la pornographie et traite des questions raciales, esthétiques et sociales. L'auteur des Porn Studies, Linda Williams, définit finalement le cinéma pornographique comme une forme culturelle qui influence la vie d'un large panel d'individus, et surtout elle conçoit la sexualité, et en particulier la pornographie, comme une forme culturelle étudiable et qu'il faut étudier. En 2013, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, est sorti le premier numéro de la revue qui est intitulé Porn Studies et qui donc montre un petit peu l'avancée du champ scientifique aux États-Unis. À l'instar donc de Williams, on a aussi certaines intellectuelles féministes, comme Lynn Hunt ou Laura Kipnis, ou encore Constance Penley, qui entament des recherches sur la pornographie en tant que, et je cite, en tant que texte culturel s'interrogeant sur le lien que celle-ci entretient avec la nation, la classe, le genre, les identités raciales ou la modernité, bref, étudiant les tensions idéologiques qui la traversent et qui nous renseignent sur la construction sociale du corps, du désir, du plaisir et puis du pouvoir. Ainsi, l'intérêt porté par certains sociologues, philosophes ou théoriciens de l'art combiné à une meilleure connaissance des travaux anglo-saxons, déjà anciens mais pas toujours traduits, donc encore une fois revient cette question de la traduction, ont progressivement déplacé les débats en France d'une question qui relevait essentiellement de l'ordre moral à une question qui relève d'un vaste sujet de société et qui relève en définitive d'enjeux sociaux et politiques. Nous pouvons envisager un certain nombre de connexions entre la démarche même des Porn Studies aux États-Unis et le post-porno, étudié par de nombreux chercheurs américains et depuis quelques années par certains chercheurs français. En fait, le post-porno se catégorise telle une subculture à l'intérieur de l'industrie pornographique, puisqu'il est en fait une tactique générique de la pornographie ayant subi une réflexion théorique. Donc maintenant, on entre un petit peu plus dans le vif du sujet avec la performance au service donc, de la volonté de savoir. Donc l'art pornographique contemporain, à l'instar du body art ou de l'art corporel, est un genre qui convoque la présence du corps, mais également la présentation et la représentation de celui-ci dans une posture particulière et souvent jugée obscène. Linda Williams, donc l'instigatrice des Porn Studies, souligne le fait que nous appelons obscène ce qui doit rester caché de la scène, de la vision, ce qui est en réalité devenu on-scène et fait partie intégrante des paysages de nos vies. Ainsi, l'acte de montrer des représentations sexuelles et de les mettre à la vue de ceux qui le veulent, que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans l'art contemporain, permet à chacun d'explorer les différentes sexualités, mais offre également l'opportunité à l'industrie pornographique de toucher un plus large public. Annie Sprinkle, donc la première artiste que je tiens à présenter, s'engage, milite pour la libération sexuelle. Elle traite depuis les années 70 le sexe comme n'importe quelle autre activité humaine, en lui faisant emprunter, sous n'importe quelle forme, le statut d'œuvre d'art. Prostituée puis actrice de films X, l'artiste accomplit des performances dérangeantes, mais également très ludiques. En effet, Annie Sprinkle possède une pratique artistique très variée. Il s'agit d'insister sur la notion du corps pornographié par le caractère performatif de la sexualité et des rapports de pouvoir. Donc Sprinkle, c'est une citation de Sprinkle que je vais vous lire, elle nous dit que la pornographie n'est que le miroir de la société. Ce que nous y voyons n'est pas toujours joli. Notre monde est misogyne et de ce fait, tout ce qui a trait au féminisme ne peut être qu'une bonne chose, la pornographie y compris. Si nous, féministes, n'apprécions pas le porno existant, à nous de créer quelque chose que nous apprécions. Il est facile de combattre la pornographie, plus difficile en revanche de réaliser du porno féministe. Le processus est en marche. Donc pour Annie Sprinkle, en fait, la réponse au mauvais porno, ce n'est pas la fin du porno, mais au contraire, plus de porno. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle révolutionne la pratique du fist-fucking, puisqu'elle la considère comme une pratique éducative et positive pour l'excitation du point G. En 1984, aux côtés de Candida Royalle, elles sont donc les deux premières femmes à créer
une maison de production en fait destinée au fantasme féminin qui s'appelle donc Fame Production. Et puis elle signe en 1990 le manifeste du post-porn. C'est pour ça que je vous la présente dans cette première partie. Donc, durant le courant des années 90, s'inspirant de l'art aléatoire de John Cage, elle décide de poser ses fesses sur une machine à écrire, et de ce geste performatif, l'artiste aboutit à donc un poème by my ass, que j'ai illustré juste là. Elle créa également les sex soups, recettes de cuisine qu'elle recommande à base d'organes ou de sécrétions sexuelles. Ou encore, elle dresse un diagramme s'intitulant « Total des bites que j'ai sucées », relatant un graphique où l'histogramme démontre le total des fellations que l'artiste a faites durant sa propre existence et qui en fait dépasse en hauteur l'Empire State Building. L'un des plus grands chefs-d'œuvre que je choisis de vous présenter ici, en fait, c'est le Post-Porn Modernist Show, qui a été réalisé dans un théâtre à New York en 1990. Et qui donc signe un petit peu le manifeste post-porno, puisqu'en fait Annie Sprinkle, elle emprunte le principe de la volonté de savoir de Michel Foucault, qui par le biais des dispositifs médiatiques scientifise et maximalise le corps féminin. Cette pièce, qui tourne donc en dérision la scienta sexualis de Foucault, comprend deux actes. Le premier, The Cervix Announcement, dans lequel l'artiste va annoncer va amener de façon comique l'exhibition de son sexe et s'y insérer un spéculum, le tout sur une table gynécologique devant un public de spectateurs largement ébahis. Dans le deuxième acte, sous des aspects beaucoup plus solennels, elle va reprendre et conter le récit de The Legend of the Sacred Prostitute, pardonnez mon accent anglais, dans une lumière tamisée, et puis donc elle commence à se masturber. Avec cette performance, Annie Sprinkle donne un caractère amusant à son œuvre d'art, elle expose la beauté du sexe féminin et elle revendique dans le même temps la nécessité d'éduquer les individus quant à la réalité de ce corps féminin. Donc on passe à une seconde partie que j'ai donc titrée la post-pornographie, une alcôve dégenrée. Puisqu'en fait, ce qui est important ici, c'est de comprendre comment les féministes pro-sexe, donc les féministes qui sont à l'initiative de la post-pornographie, vont mener leur théorie face à la pornographie pour abolir les assignations de genre qui diffèrent dans l'ensemble de ce qu'on appelle la porno mainstream ou la porno normative. Comme il existe une pluralité de féminisme, il existe aussi différentes sortes de sexuaires au sein du féminisme. Et dans cette partie, nous allons voir que l'opposition à l'organisation normative du dispositif de communication de la sexualité peut passer en fait par une remise en cause des mises en scène de la sexualité. Il s'agit de la reconfigurer, pour dire autre chose, si on se réfère aux théories des actes de langage de Jane Austen. Et par exemple, il s'agira de reconnaître le plaisir de la soumission plutôt que la dégradation de la femme. Donc contrairement à la première et la troisième vague de féminisme, les féministes dites pro-sexe, ne s'attardent plus à combattre le système patriarcal, ni même à discuter des classifications du genre, mais elles souhaitent avant tout défaire le genre et queeriser le féminisme. Cette pensée, donc, elle nous oriente vers une reconfiguration des frontières entre les corps, les discours, les identités et les communautés aussi. Les féministes pro-sexe s'intéressent plutôt aux stratégies de résistance en s'appropriant des concepts de la French Theory, tels que le savoir-pouvoir de Foucault, l'antidiscipline de Sartre ou encore la domination de Bourdieu. Que des hommes. Que des hommes. La French Theory est représentée que par des hommes. Ce qui est paradoxal. Assez, oui. Les pro-sexe émettent donc un discours en retour qui se concrétise entre autres par la production d'une pornographie alternative où l'on abolirait l'assignation de genre. Les minorités sexuelles, donc les cercles alternatifs, gays, lesbiens, queer en particulier, ont elles aussi pu trouver un soutien chez les féministes pro-sexe et peuvent aussi s'exprimer et apprendre par le biais de la post-pornographie. Le post-porno, en fait, ne correspond pas à une seule catégorie, il est diversifié. Donc on a le porno qui est fait par les femmes et pour les femmes, mais on a aussi donc d'autres choses. Et chaque production s'adresse donc à un public particulier.
Le post-porn, il a aussi une autre faculté, c'est de rendre poreuse la frontière entre les acteurs et les hardeurs, puisque le sexe, c'est aussi une performance au sens donc, théâtral et performatif. C'est pour cette raison qu'il est évidemment mis en lumière dans le spectacle vivant. Loin de s'attacher seulement à la censure négative, le post-porn s'est également attaché à la critique de la pornographie moderne et de la censure productive qui l'a fait prospérer. On parle d'ailleurs aux États-Unis et récemment en France de sexe positive. Donc je vais vous présenter, donc j'ai pas d'extrait vidéo, mais je vais un petit peu vous expliquer. Donc en fait le Queer X Show c'est quelque chose, donc c'est un film d'Émilie Jouvet qui a été créé en 2009, mais je l'ai pas choisi pour sa forme de film. Je l'ai choisi parce qu'en fait c'est un road movie, donc un film qui circule et qui contient des scènes de spectacle post-porn burlesque. Il est composé de 7 femmes, ce film, dont certaines sont danseuses comme Maid Kate, d'autres travailleuses du sexe et encore d'autres actrices X comme Judy Minks et Madison Young. Donc ces 7 femmes sont des artistes toutes engagées qui, dans différentes sphères d'action et d'influence, donc le théâtre, la littérature, la vidéo, l'art contemporain, libère une parole crue et intelligente sur le corps de la femme dans la société, sur les régulations des échanges sexuels, sur la conscience de soi en tant qu'être de désir et sur la création. Dans ce film, en fait, elles redéfinissent le mot de pornographie au sens premier du terme, le réinvestissent, le resignifient de façon conscientisée, politisée, avec générosité et créativité. Mais donc c'est bien cet artiste-là que je voulais surtout vous présenter. Donc dans cette troisième partie, donc le post-porn agency, à entendre au sens de la notion d'Habermas, de la capacité d'agir dans le post-porn, avec une artiste qui s'appelle Diana Torres, qui est une artiste multidisciplinaire, philologue, et membre aussi d'un collectif qui s'appelle Les Chaînes Espagnoles, donc c'est une artiste espagnole, et qui, dans une démarche davantage contemporaine, nous vante les pouvoirs de ce qu'elle appelle le porno-terrorisme. Donc vous avez une affiche de sa performance qui est projetée. Dans son porno-terrorisme, un manifeste donc politico-artistique, Diana Torres explique qu'il faut réinventer les corps, les genres, la jouissance dans des mises en scène qui déplacent inconditionnellement les frontières corporelles et normées. Elle démontre que si les catégories sont transgressives dans ses écrits, son œuvre et sa manière de vivre, c'est parce qu'elles mettent en doute les catégories agonisantes de notre civilisation, comme par exemple la reproduction, les corps sexués, les schémas classiques de la famille, etc. Elle est régulièrement à l'initiative de performances, pour le moins radicales, où le public est poussé d'une certaine manière à l'implication émotionnelle, politique et sexuelle, puisqu'elle fait des performances où se mêlent sexe et sang, donc le sang qu'il soit menstruel ou pas. Elle fait des apologies démonstratives de masturbation, de fist-fucking, qu'il soit vaginal ou anal, d'éjaculation féminine. Elle fait aussi des happenings dans lesquels celle-ci montre que ce sont les relations... des happenings dans lesquels elle montre ce que sont les relations SM ou encore la sodomie, etc. Autant de mises en scène corporelles qui s'érigent contre la morale sociale, le corps genré et l'esthétique acceptable. Donc le post-porno aussi, donc je vous montre un petit peu des photos rapidement, je suis un peu prise par le temps. Donc ça c'est des photos de sa performance, donc de porno-terrorisme. Donc il y en a encore quelques-unes. Voilà, donc le post-porn aussi, c'est ça que je voulais rajouter, c'est aussi une reconfiguration de l'espace public, puisqu'on va avoir aussi affaire à des ateliers qui sont consacrés au genre, aux pratiques sexuelles, à la réalisation de performances, ou d'ateliers théoriques et didactiques. Et donc là, encore une fois, Diana Torres, en fait, nous propose... elle en a fait plusieurs, un atelier consacré à l'éjaculation féminine, et donc un atelier qui serait plutôt en fait didactique, qui apprendrait aux femmes comment éjaculer. Et puis donc je voulais aussi vous présenter très rapidement un collectif féministe et pro-sexe qui s'appelle Urban Porn, et qui se définit lui-même comme œuvrant pour le politico-ludique, puisqu'il travaille sur les identités de genre, les identités de sexe, le post-porn, les théories queer, et sur plusieurs projets indépendants les uns des autres.
Et donc dans le Flash Porn Act 1, donc, qui a été réalisé en 2007, c'est une performance qui a été réalisée pendant le deuxième tour des élections présidentielles de 2007 et qui se joue devant le siège lillois de l'UMP. Et Christian Van Est, en fait, à cette époque-là, député UMP du Nord, avait déclaré en 2005, et c'est bien en réaction à cette déclaration que Urban Porn a créé cette performance. Donc Christian Van Est disait que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité. Et il rajoute « Je n'ai pas dit que l'homosexualité était dangereuse, j'ai dit qu'elle était inférieure à l'hétérosexualité ». Donc les artistes se sont mobilisés et donc ont créé cette performance. Elles sont allées voter avec un bas de ceinture, des soutiens-gorge, et donc elles étaient masquées. Et un des auteurs de cette performance explique « J'ai voulu, par le biais de Flash Porn Act, remettre en cause la naturalité du genre liée au sexe biologique, notamment en exhibant chacun nos bas de ceinture et nos soutiens-gorge. En effet, qu'adviendra-t-il de la possibilité de cultiver la diversité de nos identités et de la liberté de création artistique pendant les 5 prochaines années ?» Donc depuis, le collectif s'est dissous, mais on a encore un membre qui travaille toujours dans le post-porno et qui crée donc des ateliers. Et donc pour conclure, depuis les années 80-90, la réalité de la pornographie, elle tend à changer de main. Donc elle a d'abord été donc, dans les mains des féministes, puis des minorités sexuelles. Et le post-porno, en fait, il constitue une nouvelle forme de pornographie. Une pornographie alternative, née en partie du porno conçu par les femmes et pour les femmes aux États-Unis. Et donc, grâce à ces féministes, est donc né un nouveau mode de diffusion et de consommation de la pornographie, comme en témoignent les multiples productions cinématographiques de Candida Royal, d'Annie Sprinkle, d'Erika Lust, Mia Enberg, Virginie Despentes pour les françaises. Mais aussi, il s'est étendu aux productions relevant du spectacle vivant, donc comme en témoigne l'échantillon de performances et de happening que je viens de vous présenter. Et donc finalement, sur les scènes du spectacle vivant notamment, de plus en plus, les artistes se mobilisent pour s'approprier et diffuser un nouveau langage pornographique. Et je vous remercie.